Bonjour à tous. Comme convenu, j'ai le même prénom que la dernière fois. Je m'appelle Mickaël Dandrieux et j'ai le même métier, je suis toujours sociologue. Je sais que c'est un acte de bienveillance que vous faites aujourd'hui puisque personne n'est obligé d'être là. En conséquence de quoi, je vais m'affairer à faire en sorte que ce ne soit pas une séance perdue. Néanmoins, je sais que vous pouvez partir à n'importe quel moment et la seule chose dont vous voulez qu'on vous parle, c'est de vous. En conséquence de quoi, je vais vous parler de toute autre chose au début et je garderai les moments où on parlera de vous à la fin. Je vais vous parler d'habiter et je vais commencer par une anecdote. Juste à l'après-guerre, en 1946, il y a une crise du logement. Pour vous faire comprendre ce que c'est que l'habiter, il y a une crise du logement. Cette crise du logement est étrange parce qu'on a assez de lieux dans lesquels on pourrait mettre des gens et néanmoins, les gens ne veulent pas y aller. Il y a deux réactions à ça. La première, c'est la charte d'Athènes qui produit une ville, une cartographie de la ville de manière extrêmement fonctionnelle, qui la découpe en 4 fonctions. L'une de ces fonctions, c'est la récréation, lorsque vous allez jouer, vous balader, flâner. L'une de ces fonctions, c'est le travail, il faut bien gagner de l'argent. L'une de ces fonctions, c'est le déplacement, il faut aller du travail au lieu de la récréation. Et l'une de ces fonctions, c'est l'habiter. Et puis il y a un type, un philosophe allemand, qui dit « ça ne marche pas ces découpages ». Parce que moi, j'ai vu des gens qui habitent leur tracteur. J'ai vu des gens qui habitent leur travail. J'ai vu des gens qui habitent leur famille. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a cette crise du logement, c'est parce qu'on a fait des logements dans lesquels on ne peut pas habiter et qu'au lieu de casser la vie en 4 fonctions, il faut comprendre que la seule chose qui compte, c'est de pouvoir habiter les choses qu'on fait. Pouvoir habiter le déplacement, pouvoir habiter la récréation et pouvoir habiter la famille, la vie et notamment le travail. La question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est exactement celle-ci. Comment faire en sorte que l'on puisse rendre habitable non seulement le lieu du travail géographique, mais aussi l'activité du travail auquel vous a donné autant de temps et autant d'heures de votre vie, qui est une vie quotidienne. Un point, juste avant, pour rappeler, ce que j'ai l'habitude que personne ne sache jamais ce que c'est que la sociologie. Je passe une grande partie de mes dîners mondains à répondre à la question « mais quel est ton travail ?» Je réponds souvent, mon travail, c'est de passer pratiquement 57% de mon temps à expliquer ce que c'est que mon travail, et puis le reste parfois à donner des conclusions d'études. Et les gens me demandent comment tu sais que c'est 57%, et je réponds c'est justement mon travail de faire des pourcentages. Donc je vous fais un petit rappel, et vous voyez, je vous parle pas du tout de vous, c'est le principe. Je vous fais un rappel sur ce que c'est que la sociologie. Vous connaissez tous la psychologie, pour une raison très simple, c'est parce qu'elle vous touche individuellement. En conséquence de quoi, on en est tous des consommateurs, parce qu'on veut savoir qui on est, ce qu'on va faire. Et à l'autre spectre superstitieux de la psychologie, vous allez trouver l'astrologie. C'est-à-dire une science ou une discipline qui va vous parler de vous, personnellement. Il y a un autre quelque chose logique que vous connaissez, c'est la technologie. La technologie, c'est la discipline qui va permettre d'augmenter la capacité d'action de l'homme sur son environnement. C'est pour ceux d'entre vous qui cuisinent, le geste pâtissier, c'est une technique. C'est de la technologie aussi, puisque vous pouvez faire d'autres choses. Pour ceux d'entre vous qui jardinent, le jardinage, c'est une technologie. Qu'est-ce que c'est que la sociologie ? La sociologie, c'est la discipline qui permet de comprendre la relation qu'entretiennent les gens avec eux-mêmes, donc les individus avec eux-mêmes, mais aussi les individus avec leur environnement, et les individus avec l'environnement, la nature. Donc paysage technologique et paysage humain qui les entourent. Ça, c'est la sociologie. Je travaille dans une société qu'on a montée il y a 10 ans, qui fait exactement ce qu'on est en train de faire. Elle s'interroge sur votre relation avec vous-même, mais aussi votre relation avec votre environnement, l'environnement naturel et le paysage technique. Et on a beaucoup de chance parce que nos clients viennent à nous avec des questions dans lesquelles vous allez vous retrouver, et qui sont les grandes questions qui taraudent l'époque. Qu'est-ce que c'est que les nouvelles expériences du travailler ensemble ? Qu'est-ce que c'est que la confiance ? Comment on construit de la confiance, notamment dans le bancaire, dans l'assurance ? Qu'est-ce que c'est que bâtir, habiter, penser ? Dans quelle mesure, lorsque vous mettez de la cosmétique, vous faites un acte rationnel ou un acte de magie totale ? Y a-t-il une accélération des métiers industriels ? L'agence bancaire, etc. Vous savez, la célèbre agence bancaire qui est fermée quand on veut y aller parce que c'est pas ouvert le samedi, ça ferme à 5h, quand on sort du travail, elle est fermée. Comment la transformation de la socialité, du monde dans lequel on vit, va avoir un impact sur toutes ces choses-là ? Nous, notre métier, c'est d'aller chercher l'imaginaire qui va présider à ces transformations-là. Je vais vous expliquer de manière extrêmement concrète comment ça marche et vous comprenez qu'en réalité, je vous raconte l'histoire de l'étude qu'on a faite avec vous sur Kiabi. Vous pensez, parce qu'on vous l'a appris, que vous vous entretenez avec votre environnement, avec vous-même, avec les gens qui vous entourent, vous voyez le travail du sociologue, de manière immédiate. Si je vous dis, ça, c'est le meilleur produit
possible au meilleur prix sur la meilleure étagère, comme vous êtes un consommateur rationnel, vous allez l'acheter. Vous savez très bien que ce n'est absolument pas le cas. Vous rentrez dans des logiques de désir qui sont incontrôlables. Vous achetez un truc même si vous savez que ça ne vous servira jamais. Il y a d'ailleurs une délectation, une volupté. C'est l'acte luxueux. Vous savez, le luxe, c'est comme quand on se luxe une épaule, c'est qu'elle est devenue inutile. Donc c'est ça l'acte luxueux. On va acheter quelque chose dont on n'a pas besoin. Donc on rentre dans des mécaniques qui sont apparemment irrationnelles. Est-ce que ça veut dire que vous êtes irrationnel? Non. Vous êtes apparemment irrationnel. Il y a une logique qui vous échappe. Si je vous demande comment est-ce que vous voulez construire le bureau de demain, vous allez me répondre de manière extrêmement immédiate. C'est simple, il y a un homme et une technique. Par exemple, la technique de l'habiter. Le bureau, c'est une technique de l'habiter. Le couloir, c'est une technique de l'habiter. La chaise, c'est une technique de l'habiter. Et vous allez me dire, moi je veux la meilleure chaise dans le meilleur bureau avec le meilleur couloir parce que je suis un acteur rationnel. Si on vous demande, vous allez me dessiner ce chemin-là. Ce dessin-là, pardon. En réalité, le travail du sociologue, c'est de trouver des manières de vous faire dire votre sentiment intime. De recevoir non pas le lien direct, mais l'imaginaire dont je parlais tout à l'heure, qui va faire en sorte que vous allez mobiliser des images, des idées, des coups de cœur, des désirs, un affect, quelque chose que vous ne me direz pas, parce que parfois à vous-même il est étranger, et qui va en réalité être ce référent au travers duquel vous allez donner du sens à toutes vos activités quotidiennes. Comprendre le référent caché, c'est le travail de la sociologie. Notre travail aujourd'hui, c'est de comprendre le référent caché à partir duquel vous allez pouvoir accepter les bureaux qui seront les vôtres demain et pouvoir y habiter. Non pas y travailler, mais habiter le travail. Je vous donne quelques exemples concrets. Ce qu'on fait en sociaux, c'est qu'on trouve des phénomènes sociaux auxquels les gens pourraient donner une espèce de importance mineure ou marginale. Et nous, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas le problème, d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont forts. Le jeu vidéo de compétition, qui depuis 1914 est en train de produire l'une des industries les plus importantes et les plus énormes, foisonnantes, économiquement bien évidemment très riches du jeu en règle générale, a produit l'année dernière 20 millions de dollars de prize pool. Un prize pool, vous savez, c'est quand vous gagnez une compétition, par exemple la NFL ou la NBA ou n'importe quoi, le Tour de France, vous partez avec de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est le triple du prize pool que vous gagnez lorsque vous remportez la finale de la NBA, pour ceux qui aiment le basket américain. C'est très largement supérieur de tous les référents qu'on peut imaginer à part le football, qui est bien évidemment au-dessus de tout. Ça veut dire que 4 gamins sont enfermés dans une espèce de bulle, qu'ils jouent, et que 40 000 personnes autour les regardent jouer. Et quand en 2014, on a dit là, il y a un phénomène, les gens nous ont dit mais pas du tout, attendez, les gamins qui jouent, vous savez, le jeu, c'est pour les enfants. Et nous, on leur a dit non, il y a un devenir ludique du monde. Il y a un réenchantement du monde dans lequel on est, dans lequel jouer n'est plus considéré comme uniquement l'apanage de l'enfant. Mais les adultes jouent. Je vous dis ça, j'ai le dernier Zelda dans ma sacoche, donc je peux vous dire que je le connais. Les adultes jouent, et ça n'est plus déprécié. C'est considéré au contraire comme une des méthodes d'intégration de la vie sociale. Lorsqu'on leur a dit ça il y a 4 ans, les gens nous ont dit mais non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est la plus grande industrie, fastest growing industry, l'industrie qui va avec la plus grande croissance du ludique au monde. Très intéressant. Vous avez tous vécu, bien sûr, ce qui s'est passé avec Pokémon Go jusqu'au mois de juillet. Comme nous et comme les sociologues, vous n'avez absolument rien compris à ce qui s'est produit. Je peux vous en donner l'explication. Cette photo que je n'ai pas prise a eu lieu le 18 juillet au croisement entre la 56e et la 5e, donc à l'entrée de Central Park à New York. Il se trouve que j'étais là-bas et je ne sais pas du tout pourquoi, mais des centaines de personnes arrêtaient leur voiture, débarquaient, sortaient et couraient dans la même direction, dans Central Park. Ma réaction, bien sûr, ça a été de dire c'est un attentat. Sauf que, vous savez, dans les attentats, généralement, la force est centrifuge. C'est-à-dire que les gens s'écartent de l'explosion. Et là, il y avait une force centripète. Les gens se rapprochaient d'un truc. Essayez de vous souvenir de la dernière fois dans laquelle, au milieu d'une ville, vous avez des centaines de personnes qui se sont mis à courir dans la même direction. Ça arrive jamais, ça. Ben là, il y avait un balbuzard doré, ou malheureusement j'ai oublié le nom de cet animal, qui s'était manifesté dans Central Park, et ça avait créé cette panique extraordinaire. Tout le monde se demandait, mais pourquoi ce jeu fonctionne-t-il si fort? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant d'argent, etc. Je vous en donne la réponse. Ça n'a rien à voir avec la technique. Pour ceux d'entre vous qui y ont joué, le jeu est assez pauvre techniquement, c'est addictif, c'est très beau, mais techniquement, c'est pas là que ça se joue. Ça a à voir avec une chose très simple, c'est que vous avez au fond de vous le pressentiment de l'immatérialité des choses matérielles. Vous savez qu'il y a autre chose que ce que vous voyez. En conséquence de quoi, si je vous donne un petit appareil qui augmente la réalité, qui vous montre ces choses, alors vous vous dites, mais bien sûr, il y a un monde au-delà. Il y a quelque chose que je ne vois pas, il y a de l'espoir, il y a du à vivre. Et si en plus je vous dis, vous pouvez les attraper, alors là, c'est hyper rassurant. Et donc vous rentrez chez vous content en collectionnant les fantômes et les monstres. Dernier phénomène sur lequel on a travaillé, Rome. Le co-living, c'est très intéressant.
Vous connaissez le coworking, le travail collaboratif, on en parle depuis maintenant pratiquement 10 ans, alors qu'il n'y a pas de travail qui ne soit pas collaboratif, mais disons que c'est un phénomène d'époque. Le co-living, c'est une entreprise qui propose, c'est une entreprise donc américaine de la côte Est, qui propose à ses clients de payer, de ça coûter, je crois que c'est $1 800 par mois, en échange de quoi il vous donne un droit de vivre, qui est une carte. Ce droit de vivre vous permet d'aller vivre dans n'importe laquelle des maisons qui est la leur. Vous prévenez sur le réseau social, tiens, je serai 3 mois à San Francisco et 1 an à Londres, parce que j'ai un boulot là-bas. Et puis après, je serai 2 mois à Bali et puis 2 ans à Singapour. Et la personne vous dit, pas de problème, on vous accueille. Et vous vous déplacez. Cette idée que la sédentarité même de la maison puisse être challengée, c'est quelque chose qui nous a tous surpris. En réalité, c'est déjà un modèle économique. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de transformations. Et notre travail, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce que une chose apparemment aussi banale comme la construction d'un nouveau siège s'inscrit en réalité dans des transformations auxquelles vous êtes exposés quotidiennement, en allumant la télé, en allant sur Internet, en papotant, en allant au café, en allant à la brasserie. Donc toutes ces transformations ont un impact sur la manière par laquelle vous allez recevoir, refuser, accepter ou faire de la place à ce qui vous entoure. C'est ça, le référent caché. Quand on arrive à comprendre ça, on arrive à comprendre votre culture, tout simplement. Ça fait beaucoup de transformations parce qu'on est dans un monde qui va très vite. Grande transformation économique. Vous savez, un jour j'étais avec un ami qui est anthropologue et on dînait avec un autre ami qui est économiste. Alors je vous donne le conseil de ne jamais faire ça. Et je ne sais pas pourquoi quelqu'un a eu la très mauvaise idée de poser la question, sommes-nous dans une économie de rareté ou dans une économie d'abondance? Donc, deuxième chose à ne pas faire, à moins d'avoir beaucoup de fromage. Et bien évidemment, mon ami économiste a répondu, on est dans une économie de rareté. D'abondance. On est dans une économie d'abondance parce que multiplication des biens et des services et multiplication des moyens pour les acteurs sociaux d'y accéder. Si vous voulez sortir, vous achetez un truc, vous allez dans la rue et vous pouvez l'avoir. Commandez-le, Amazon, un drone vous l'amène. Société d'abondance. Et mon ami qui était anthropologue dit, bien sûr, mais non, on est dans une société de rareté. Parce que multiplication économique des biens, multiplication des moyens d'accès pour les acteurs sociaux à ces biens, mais sentiment constant de nécessité. Et ça, c'est la définition des sociétés primitives dans lesquelles il y a de la rareté. Donc, grande transformation économique. Transformation de la production. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenir un réseau de retail à l'heure où vous pouvez imprimer des trucs, imprimer vos vêtements, imprimer des pièces de réparation de vélo, que vous pouvez aussi imprimer toute la mécanique de la personne qui va mettre la pièce à l'intérieur du vélo, puisque une vidéo va pouvoir vous la mettre sur une surface, bientôt vous guider. Je travaille au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge avec l'une des personnes qui est dans mon jury de thèse et qui fait des bras articulés qui vous apprennent des gestes. Donc on met dedans le geste d'un ébéniste. Et ensuite, le bras vous montre le geste. Et avec des électrodes sur votre bras, on vous apprend le geste. Où est l'ébéniste? Mais c'est extraordinaire pour apprendre des gens à travailler le bois dans des lieux dans lesquels ils n'ont pas accès à cette connaissance-là. Donc cette idée même de la production est en train de se transformer. Grande transformation de la question du travail, qui était cette valeur différenciante. Vous savez, je suis un ingénieur qui deviendra un meilleur ingénieur, qui deviendra encore un meilleur ingénieur, etc. Donc aujourd'hui, on sait que je suis un ingénieur, mais ma véritable passion, elle est pour mon compte Instagram. Et puis, c'est par ça que je fais de l'argent. Mais mon vœu, c'est de voyager. Et à un moment donné, j'ouvrirai un magasin, parce que mon truc, c'est le vélo. Voilà. 4, 5, 6, 7 vies qui vont les unes et les autres se rencontrer. Grande transformation du travail. Transformation de la question de l'espace. Qu'est-ce que c'est l'Europe quand en 50 €, on peut aller à Madrid, 45 €, on peut aller à Copenhague, découvrir la Scandinavie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un pays, quand on ne ressent plus l'effet des frontières? Grande transformation de la question de la possession. Ça, nos banquiers, ils détestent ça. Quand on leur explique que c'est cette économie du trésor. Vous savez, les banquiers, ils pensent que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un ado de 15 ans, c'est un PEL. Alors, vous vous souvenez, un PEL, c'est un truc qu'on vous ouvre quand vous avez 15 ans, que vous utilisez quand vous en avez, donc 15 ans après quand vous en avez 30, pour vous endetter sur 20 ans pour acheter un appartement dans lequel vous ne vivrez pas. Donc le banquier, son idée, c'est que ce que veut le jeune, c'est penser à quand il aura 50 ans, il aura 200 000 €. Donc on essaie de leur expliquer que c'est pas exactement ça, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc cette économie du trésor, donc s'amasser, s'apesantir de biens, qui est devenue une économie du transit.
dans lesquels on veut partager sa voiture, partager sa maison, partager ses expériences, enregistrer des tutoriaux sur YouTube pour pouvoir faire comprendre à quelqu'un ceci, cela, ne rien posséder. J'ai une perceuse à la maison, je l'ai mise sur un site de perceuse collaborative, vous savez, où tous les voisins peuvent prendre la perceuse, parce que vous savez, le cycle de vie d'une perceuse, c'est 15 secondes ou 15 minutes, je crois 15 minutes dans une vie entière. En plus, c'est une perceuse allemande. La mienne, elle ne mourra jamais, elle m'enterrera. Et je me dis, mais là, elle boite l'espace, je pourrais mettre un truc à la place, donc je me dis que quelqu'un me l'emprunte. Donc vous voyez, économie du transit, transformation du savoir. Le rapport en 2012 de Francesco Mancini de l'UNDP, une partie de l'Union des Nations Unies pour la défense politique, qui explique que nous produisons chaque année plus de données que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité et l'année précédente. Donc on a produit en 2012 plus de data qu'en 2011, plus l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et en 2013, plus qu'en 2012, plus 11, plus le reste de l'histoire de l'humanité, etc., etc. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui est intime? Qu'est-ce qu'on monétise? Avec quoi on fait de l'argent? Comment vous monétisez vos données? Comment vous vous souvenez de toute cette information-là? Qu'est-ce qu'on oublie? Parce qu'il faut oublier des trucs. Transformation de la question de la connaissance. Transformation de la question de l'éducation. Ça, je le vis aux premières loges. Lorsque je rentrais dans une salle, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais elle est néanmoins belle, dans une des écoles où j'ai quelques charges de cours, il y a 4 ou 5 ans, et que quelqu'un avait son ordinateur ouvert, je me disais, il se fout totalement de ce que je lui raconte. En fait, il est sur Internet, il est sur Facebook avec ses copains. En réalité, les gamins étaient sur une plateforme qui s'appelle GitHub, qui est une plateforme de prise de cours collaborative, de développement, mais aussi de prise de cours. Et ils faisaient écho à mon cours pour le faire partager à une université. Et parfois, des universités japonaises reprenaient mon cours, le transformaient, etc. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, quand je rentre dans une classe et que quelqu'un n'ouvre pas son ordinateur, je me dis, il n'en a rien à foutre de ce que je lui dis. Il pense, il regarde par la fenêtre. C'est pas du tout pour moi qu'il est là, c'est une manière pour lui de ne pas être avec sa copine, son machin, parce qu'il la déteste. Grande transformation de la question de l'éducation. Et enfin, question de l'identité. On pense qu'une personne, un individu, ça a toujours existé. Bien sûr, il y a toujours des individus, n'est-ce pas? Voilà, absolument pas. On s'est constitué une personnalité de manière extrêmement sociale, car nous sommes une espèce extrêmement sociale, et ça n'est que depuis 3 ou 350 ans que nous avons inventé l'idée que vous êtes en silo, isolé, que la peau n'est pas une surface de contact, mais qui est une surface d'arrêt, au contact de laquelle commence le viol. C'est une très très jeune idée, et c'est une idée qui n'accourt presque que à l'intérieur des sociétés occidentales. Et c'est pour ça que lorsque vous vous demandez mais pourquoi les gens vont se tatouer ou se faire des piercings parce qu'on ne comprend pas, tu le garderas toute ta vie alors que maintenant, etc., etc., c'est justement pour réutiliser cette peau comme une surface de contact. Donc c'est beaucoup de transformations. Toutes ces transformations nous amènent à une chose, c'est cette rencontre entre 2 grands imaginaires. Vous vous souvenez, ce référent caché, la chose à partir de laquelle vous donnez du sens à votre quotidienneté. Et il y en a 2 qui produisent ces transformations et qui rentrent en collusion l'un avec l'autre. À tel point que l'un des anthropologues qui a travaillé sur ce sujet en 1961 nous donne cette très belle phrase qui nous parle de notre époque et il nous dit « Nous rentrons dans une zone de haute pression imaginaire ». Ça veut dire que ces 2 imaginaires, ces 2 référents que vous connaissez très bien et que vous pratiquez ne cohabitent pas bien ensemble. Et leurs rencontres vont produire les troubles à partir desquels nous allons accepter, refuser, faire des choses apparemment contre-intuitives ou contradictoires, ou paradoxal, ou voter pour Donald Trump. Quelles sont ces 2 forces? La première, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle la modernité. Alors je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, mais c'est important, faites-moi ce plaisir. Lorsque vous voyez une belle voiture et que vous la trouvez jolie, ne dites pas « elle est moderne ». Si vous avez un ami qui travaille dans l'art et que vous lui dites « tout ce qui est nouveau, c'est moderne », il va dire « non, le musée d'art contemporain, c'est pas la même chose que le musée d'art moderne ». La modernité, c'est une période de l'histoire, elle s'arrête à un moment donné. Lorsque vous dites c'est moderne, vous voulez dire que cette voiture correspond à un certain nombre de valeurs qui sont la performance, la rapidité, la logique de la domination, etc. Moderne, ça veut dire, c'est ce type dans la pub R5 des années 80, vous savez, il est fort, il conduit la voiture, il a les cheveux dans le vent, etc. Il y a une musique comme ça avec la Twingo, c'est pas une voiture moderne, par exemple. C'est une voiture justement post-moderne. C'est-à-dire qu'elle est sympa, mais elle est performance, mais elle va vite, mais quand même elle est gentille, mais elle est dans la ville, mais elle va quand même hors de la ville. Donc c'est une voiture qui a des concessions un peu étranges. La modernité, ça n'est pas ça. La modernité, c'est le projet que nous sommes donnés au tout début du XVIIe siècle de dominer l'homme et la nature. L'homme maître de lui et maître de la nature. C'est ça le projet de Descartes. Et derrière ça, il y a un seul mot, c'est le progrès. Le progrès, c'est l'idée du futur. Ça veut dire que demain, tout ira mieux.
Et le problème, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tous ces idéaux de progrès se sont effondrés. Non seulement on ne pourrait pas maîtriser l'homme, l'intériorité personnelle, parce qu'on a découvert l'inconscient, donc il y a une partie de vous auquel vous n'avez pas accès, qui est structurellement inaccessible, et donc vous ne pourrez pas vous maîtriser. Vous voyez ces gestes que vous faites, et vous vous arrêtez en vous disant « ça ne me ressemble pas ». J'ai dit quelque chose qui ne me ressemble pas. Il y a l'inconscient qui s'exprime. Vous ne pouvez pas maîtriser cette partie-là. Il faut faire avec. Vous ne pouvez pas maîtriser la nature. Sur les grandes distances et dans les petites distances, principe d'incertitude, 1927, 1917, découverte de la relativité restreinte, on ne pourra pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, on vit dans un monde petit. C'est dur pour un homme qui, avant ça, pensait vraiment qu'il allait pouvoir aller partout, se maîtriser, dominer le monde, etc. Et à côté de ça, on a niqué la planète. Donc on s'est rendu compte que toutes nos belles idées qui ont abouti à l'industrie sont en réalité celles qui ont rendu inhabitable justement le monde. À cela même, nous, qui sommes censés y vivre. Ça, c'est le premier imaginaire. Le deuxième imaginaire, il est intéressant, c'est l'imaginaire du présent. Donc à celui du futur avec lequel on a grandi, s'opposent aujourd'hui des logiques qui sont des logiques totalement irrationnelles. Vous voyez les types avec les flying wings qui sautent en dessous du bras droit du Jésus de Corcovado à Rio, et des fois ils se prennent le Jésus ou un palmier, oui, ces types. Ou ces Russes, les rooftoppers qui vont marcher très très haut dans les buildings, bien évidemment sans sécurité, juste avec une caméra pour faire un selfie, etc. C'est fou quand même de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour retrouver cette expérience du présent. Parfois par le risque, parfois par le danger. Ce que vous voulez, c'est vous retrouver dans des cycles continus. Racheter le dernier iPhone et le dernier iPhone. Et maintenant, quand on annonce l'iPhone 7, on se dit déjà l'iPhone 8 va bientôt sortir, machin. Donc on ne sait même plus lequel acheter puisque celui qui est après est déjà annoncé. Donc raccourcissement des cycles de vie. On a raccourci les cycles de vie de tous les objets qui nous entourent, sauf un, le nôtre. Puisqu'on est la seule espèce dont le cycle de vie s'augmente. Sauf l'année dernière, on a perdu 1,04 points de vie en France. Mais ça va repartir, je vous rassure, cette année. Question de pollution. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette force qui vous convainc que tout ira mieux demain, mais d'un autre côté, vous vivez votre vie pas du tout comme si tout ira mieux demain, mais en brûlant tout maintenant. Comme si vous saviez que vous n'allez pas avoir de retraite, ce qui est vrai. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça produit un truc qu'on appelle la crise. Si vous êtes comme moi, vous avez vécu dans un monde dans lequel il n'y a pas eu une semaine où on ne vous a pas ressorti une nouvelle crise. Vous allumez la télé, il y a un type qui dit « Ah, il y a la crise du machin, etc. » Vous allumez la radio, en parlant de la crise du truc, toujours une... Et dès que quelqu'un dit « Bon, je pense qu'on a passé la crise du truc », il y a quelqu'un qui dit « Attendez, parce que maintenant, il y a la crise du machin, là, qui est vachement intéressante. » Et du coup, vous connaissez comment fonctionne Wikipédia. Vous allez sur Wikipédia, vous rentrez, vous éditez les choses. Donc moi, j'ai fait la liste de toutes les crises qui ont été données par nous sur Wikipédia. Ces crises sont la rencontre de ces deux imaginaires. Je vous en donne la liste parce qu'elle est magnifique. La crise moderniste, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la crise de la modernité, c'est-à-dire l'ensemble de notre époque qui est en crise. La crise conciliaire, c'est une crise vaticane. La crise iconoclaste, c'est une crise des images. Parce que c'est dur, les images, vous savez, on ne se compromet pas quand on envoie une image. Lorsque vous envoyez quelqu'un vous dit on se voit à 17h et vous envoyez un smiley qui sourit, si vous ne venez pas, on ne peut pas vous dire mais pourtant tu avais dit smiley qui sourit. Donc c'est pas compromettant. Donc c'est polysémique. Crise iconoclaste. Crise existentielle, c'est dur de vivre. Crise d'angoisse, c'est tellement dur de vivre qu'on a peur. Crise d'adolescence, c'est dur d'être un jeune. Crise de la quarantaine, c'est dur d'être un vieux. Crise d'anxiété, c'est tellement dur d'être un vieux qu'on a peur. Crise de panique, alors là, après la crise d'anxiété et la crise d'angoisse, on va monter d'un cran. Crise de la masculinité, c'est tellement dur d'être un homme. Entre parenthèses, mesdames, s'il vous plaît, mettez-nous une crise de la féminité sur Wikipédia, avant que les hommes le fassent. Crise de la masculinité, c'est dur d'être un homme. Crise politique, c'est dur d'être un homme avec du pouvoir. Crise économique, c'est dur d'être un homme avec du pouvoir et de l'argent. Crise monétaire, ce sont les systèmes produits par les hommes qui ont du pouvoir et de l'argent qui sont en crise. Crise financière, c'est le système des gens qui ont de l'argent et du pouvoir qui sont en crise, qui ont produit de l'argent qui est en crise. Crise systémique, c'est la crise de toutes les crises connectées les unes avec les autres. Crise du logement, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas où vivre. La crise bancaire, quand bien même si on savait où vivre, on ne pourrait probablement pas prendre de prêt. Crise du disque, si on avait une maison, on ne saurait pas quoi écouter. Crise pétrolière, on ne pourrait pas chauffer la maison. Crise alimentaire, on ne sait pas quoi manger. Crise sanitaire, si on savait quoi manger, peut-être qu'il ne faudrait pas le manger. Crise de natalité, il faut faire plus d'enfants. Crise d'extinction, il faut faire moins d'enfants. Crise de l'énergie, on ne pourra pas chauffer ses enfants. Crise écologique, ça va nous tomber dessus. Crise climatique, c'est sur les côtés. Crise messinienne, c'est une crue, ça va monter en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la liste des crises que nous avons produites pour nous-mêmes.
Et il semble vraiment que dès qu'on en manque une, quelqu'un s'assoit sur une pierre et puis va en rajouter une. Je vous donne la bonne nouvelle. L'ensemble de ces crises provient d'un produit culturel qui a 120 ans. Ça veut dire qu'avant, les gens ne se cassaient pas la tête à faire des crises. Par contre, depuis 120 ans, il faudrait qu'il y ait un truc qui ne marche pas à faire une crise. Justement, parce que notre réponse à cette rencontre entre ces deux imaginaires qui ne cohabitent pas bien ensemble, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a après la modernité, c'est de produire de la crise, parce que tout vaut mieux, tout changement vaut mieux que la promesse de la modernité qui s'est effondrée. La promesse de la modernité, elle a abouti à la destruction du monde environnement dans lequel on vit, la déconstruction des liens filiatifs et familiaux, la désaffection de l'Église, et elle a parvenu à rendre le travail inhabitable à ceux qui le font. C'est-à-dire un travail abrutissant, abêtissant. Aujourd'hui, nous refusons collectivement ça, mais nous n'avons pas trouvé les modèles. Le modèle de travail, le modèle de famille, le modèle politique. C'est pour ça que toutes nos institutions sont en train de tomber les unes après les autres. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons n'importe quoi à la place, même si c'est absurde. Même Donald Trump. Du moment que ça n'est pas l'institué dont on sait avec certitude qu'il n'a pas marché puisqu'il a produit le monde terrible dans lequel nous vivons. Notre culture est donc elle-même un changement. Elle n'est pas quelque chose. Elle est un changement. C'est une crise. C'est pas la crise 2, c'est une crise, n'importe laquelle, du moment que ce n'est pas la promesse dont on sait que voilà ce qu'elle va nous faire. Ce qui veut dire que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce que ça, c'est la pierre, la base de la transformation de la société dans laquelle on vit. Et cette transformation, cette crise-là, elle atteint tout particulièrement la manière dont nous travaillons. Je vais vous donner quelques exemples, en tout cas un extrêmement simple, pour que vous compreniez quelles sont les inerties de notre époque dans les manières par lesquelles on travaille. Moi, je bosse spécifiquement sur le travail, sur la transformation du management, etc. Et j'ai mené pendant pratiquement 4-5 ans dans des très grosses boîtes, EDF, des questions de l'ordre de qu'est-ce qui fait que vous avez passé une bonne journée? Pourquoi vous venez le matin? Qu'est-ce qui vous fait vous lever, etc. Quel est votre levier? Et je posais la question souvent, définissez efficace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'on a fait un bon travail? Vous donnez un devoir. Il y a un type qui s'appelle Dan Ariely qui a posé exactement la même question, qui est un psychosociologue. Donc la psychosociologie, c'est des gens qui travaillent sur des petits groupes d'individus, tout petits, des équipes de foot par exemple. Et Dan Ariely a mené cette étude. Retenez son nom, tapez TED, Dan Ariely, regardez la conférence qu'il a donnée parce qu'elle est remarquable sur l'étude dont je vais vous parler rapidement. Dan Ariely demande aux gens comment est-ce que qu'est-ce qui fait que vous avez fait du bon travail, que vous vous sentez bien à la fin de la journée. Et l'un de ses étudiants vient le voir en lui disant, alors moi honnêtement là j'y arrive plus du tout, mon travail c'est un truc qui marche pas. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai fait un document pour une fusion-acquisition et mon patron est venu me voir et il m'a dit ton document est remarquable mais la fusion-acquisition est annulée. Dan a dit mais c'est pas grave, ton patron t'a dit, il tape sur l'épaule, tu fais du super boulot, tu devrais être content, rentre chez toi. Il m'a dit non, ça n'a pas eu d'écho sur le monde qui m'entoure. Donc Dan monte cette expérience psychosociale, modalité de l'expérience. Une table, et il invite des gens le midi en disant je vais vous donner des Lego, une brique de Lego, en l'occurrence des Bionicles, c'est ça. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous savez, c'est ceux qui font très mal aux pieds. Quel que soit l'endroit où vous marchez, ils sont toujours pointus. Et il leur donne des robots, et il leur dit pour 5 $, est-ce que vous construiriez ce robot? Et les personnes disent oui, 5 $, ça va me permettre d'acheter mon sandwich, ok. On construit le robot. Puis Dan prend le premier robot, et il dit à la personne et pour 2,50 $, est-ce que vous construirez un deuxième robot? 2,50 $, 7,50 $, ça m'achète ma pomme. Allez, d'accord. Il construit le deuxième robot. Dans la première modalité de l'expérience, pendant ce temps-là, Dan prend le premier robot et il le dépiote pièce par pièce. Et il le remet dans une boîte. Pendant que la personne le regarde avec le sourcil levé. Puis, et pour 1,25 $, est-ce que vous construiriez un troisième robot? Ok. Et il lui donne la première boîte. Avec le robot déconstruit. Il prend le deuxième robot et il dépiote le truc. Vous avez compris le système, ce qu'on appelle une condition sisyphéenne. Indéfiniment, vous construisez le même robot. Et Dan regarde statistiquement quand est-ce que les gens s'arrêtent. À quel robot les gens s'arrêtent. Première modalité. Deuxième modalité de l'expérience. Pour 5 $, est-ce que vous construirez un robot? Oui, d'accord, bien sûr. Il prend le robot et il le met au bout de la table. Et un deuxième robot, d'accord. Il prend le deuxième robot et il les fait jouer. Il fait ça avec.
troisième robot, il va garder le deuxième robot, le quatrième, il va les attaquer par le dessous, donc l'autre, il va le déplacer. Et construit des histoires comme ça. Et bien évidemment, la personne en construit 4, 5, 6, etc. Non, il en manque un qui va être le veilleur, il va la regarder par la droite, etc. Une voiture de robot. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez condition de significativité. Vous avez compris, on donne du sens à l'action que l'autre fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que la première conclusion de cette étude, qui est absolument banale, on va dire, c'est que si je donne du sens en tant que manager, si vous donnez du sens à vous-même, ou vos employés, ou vos collaborateurs, au travail qu'on vous a remis, alors vous travaillez mieux. Bien sûr, c'est normal. Ça veut dire que les gens ont construit plus de robots dans une condition de significativité que dans une condition sisyphéenne. Mais il y a un piège. Avant de faire cette petite étude, il avait demandé aux gens combien de robots vous construiriez si je les dépiotais et combien de robots vous construiriez si je les faisais jouer. Et les gens avaient dit dépioter 4, 3, 4, si vous faisiez jouer 5, un truc comme ça. En réalité, c'est 3, 4 et 12, 25, 30. Ça veut dire que si je vous demande pourquoi est-ce que vous bossez, vous n'êtes même pas capable de me le dire. Nous ne sommes plus capables de comprendre les mécanismes mêmes qui sont les raisons pour lesquelles on travaille. À cause de l'inertie culturelle. Parce que vous mobilisez le premier imaginaire, celui de la performance, celui d'un travail qui va être un travail de réussite, d'objectif, avec la véritable raison pour laquelle vous bossez, c'est-à-dire le fait que quelqu'un donne du sens au travail que vous avez effectué au sein d'une communauté plus grande. Ce qui veut dire que lorsqu'on pose la question « Pourquoi est-ce que nous travaillons ?», la réponse, ce n'est pas du tout parce qu'on est obligé d'y aller le matin, parce qu'on est obligé de faire ci, on est obligé de faire ça. C'est une vieille structure humaine, le travail, dont la seule fonction est de produire de l'être ensemble. Sauf que dès lors qu'au milieu du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, on invente un travail qui devient un destin, c'est-à-dire que vous êtes obligé de travailler, que cela n'est plus un travail qui est une œuvre, mais un travail qui devient un tripalium, donc étymologiquement la croix à porter, c'est ça travail. Quand vous dites travail, vous dites la croix du Christ. Donc quand vous dites l'œuvre, vous dites toute autre chose. L'opéra. Le travail devient un tripalium au moment où on vous enlève la dimension de la capacité de connexion les uns avec les autres. On va amaigrir la dimension du travail et ne faire de vous que des gens qui vont tourner des trucs avec des pièces, comme ça, bêtement. Adam Smith, à la chaîne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous revoyez venir cette dimension du travail collaboratif, de l'économie participative, du machin. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ça fonctionne bien, on est plus productif. Mais par contre, les gens se suicident, ou partent, ou ils ne veulent pas rester, ou le tissu social s'amaigrit. Parce que la seule raison pour laquelle on travaille, c'est la question de la relation. Ce qui nous amène à la question qui était la nôtre. Quelle a été la voix de Kiabi ? Comment est-ce qu'on a essayé de recueillir ce référent imaginaire dont je vous ai parlé tout à l'heure pour comprendre, vous, comment vous voyez le travail que vous faites, que vous meniez, et comment, dans l'espace dans lequel vous allez le faire demain, vous allez pouvoir vous y inscrire. Donc, deuxième partie. Pour ceux qui voulaient entendre que les trucs qui ne les concernaient pas, vous pouvez partir maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, c'est sur vous. Je vais vous montrer un truc. Comment ça a marché ? Protocole d'étude. Ce qu'on a fait. D'abord, on a cartographié l'ensemble des expériences du travail. Qu'est-ce que c'est qu'être au boulot ? Ça veut dire quoi ? Ensuite, on a identifié des événements structurants. Et il y en a qui ne vous plaisent pas, d'autres qui vous plaisent, et si vous changez d'entreprise, ça sera à l'envers. Ensuite, on vous a montré des images. Et on vous a dit, qu'est-ce qui vous plaît là ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ça vous plaît, ça vous plaît pas ? Et si on vous donnait ça, vous seriez d'accord ou pas ? Évocative, parfois un peu ésotérique, parfois étrange, tout ça à dessein. Ensuite, on a mis ça dans la machine magique et dans notre analyste, qui s'appelle Aurélien Fouillet, et qui a produit les résultats de cette étude. Et enfin, on a restitué des zones de lecture, chaudes et froides, c'est-à-dire des trucs que vous ne voulez pas voir et des choses que vous voudrez vraiment voir arriver. Comment ça s'est passé ? Grosso modo, très 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 bien. On est super content pour une raison, c'est que tout le monde a joué le jeu. Alors il nous manque 2 personnes pour faire 600. Je suis exceptionnellement triste. On a essayé de faire des rôles, de relancer des gens, mais ne serait-ce que pour avoir ce indicatif du 6. Mais on a eu 598 participations. C'est énorme. D'un point de vue statistique, en tant que sociologue, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que vous avez vraiment voulu exprimer votre voix. Et ça veut dire que pour nous, quand on parle, c'est pas une personne isolée. C'est 600 personnes dont on est capable de synthétiser la voix.
On avait 15 thématiques sur lesquelles on vous a interrogé. On avait 19 propositions, donc ces structures, ces briques élémentaires du travail. On voulait savoir lesquelles étaient les bonnes et lesquelles ne sont pas les bonnes. Et on vous a proposé 73 images bizarres. Et vous en avez choisi quelques-unes. Parfois pas, parfois vous avez boudé des trucs. On a des catégories de boudeurs. Donc ils ont répondu non, moi ça j'aime pas, non, ça non plus, ça je veux pas répondre, je réponds pas. Ah voilà, vous avez fini le questionnaire? Oui. Donc ça c'est entré dans la machine aussi. C'est donc une très très large consultation. Souvenez-vous la question qu'on vous a posée. Quelles sont les expériences de travail que vous voulez pour demain? Et on vous a demandé de choisir parmi une série d'images. Comment lire les résultats que je vais vous montrer? D'abord, je vous montre la question qu'on vous a posée. Par exemple, mon bureau, c'est mon espace, ce que je voudrais, c'est quoi? Bon. Ensuite, je vais vous montrer les réponses les plus populaires. Parfois 2, parfois 1, parfois 3, ça va dépendre des segmentations. Ce que vous nous avez dit que vous vouliez. Et enfin, je vais vous montrer ce que nous, on en a tiré comme conclusion. À partir de cette réponse, l'expérience que vous recherchiez, on va travailler sur un thème. Et la base de ça, c'est la construction d'un lieu dans lequel vous ne fassiez pas du travail, mais vous puissiez habiter le travail. Parce que c'est ça, le but du jeu. Premier exemple, créer, produire. On vous a demandé, mon bureau, c'est mon espace, qu'est-ce que je voudrais? Et vous nous avez dit, travailler où je souhaite. Mais pas nécessairement me déplacer, travailler où je souhaite d'un point de vue nomade, parce que vous nous avez aussi dit, oui, mais moi je voudrais aussi l'intimité d'une cabane. Ça veut dire quoi? Je veux être chez moi, mais je veux n'importe où. Ça voulait dire exactement ça. Vous voulez vous sentir n'importe où chez moi. Vous voulez des lieux dans lesquels vous puissiez vous sentir à la maison, à peu près n'importe où. Ça veut dire qu'on a compris que cette dimension du nomadisme était forte, mais que ça n'était pas seulement un nomadisme géographique, mais aussi parfois un nomadisme de poste. Vous voulez apprendre quelque chose de quelqu'un. Vous voulez enseigner quelque chose à quelqu'un. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Vous voulez, parfois géographiquement, travailler ailleurs. Donc ce nomadisme, la fierté de faire quelque chose qui est un peu précis dans ce que vous faites, c'est la dimension d'atelier. Et enfin l'alcôve, c'est-à-dire que vous ne voulez pas travailler dans un endroit qui soit dépersonnalisé. Vous voulez vous sentir accueilli chez vous. C'est ça pour vous, créer et produire. Vous vous déplacez. Ça a été une surprise pour nous. On s'attendait à ce que vous nous disiez, alors moi, me déplacer, je veux que ce soit court, performant, que je puisse être dérangé par personne, parce que vous savez, on pense en marchant. Et donc du coup, vous vouliez vous déplacer en ayant la paix, qu'on ne vienne pas vous parler. Et on nous a dit, ah non, non, pas du tout. Moi, je veux que ce soit un peu rigolo, sportif, nomade, et en toute transparence. Je vais être confronté à ce que font d'autres personnes, à dessein, pour qu'ils m'enrichissent, pour qu'ils puissent me montrer des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Et j'accepte que dans mon déplacement, il n'y ait pas de la furtivité, alors qu'on pensait vraiment que ça pouvait être ça. Vous savez, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est le moment où on a besoin de s'extraire du travail. On va se cacher dans les toilettes pendant 15 minutes, on va fumer sa clope, on va se planquer, on va prendre un coup de téléphone perso, c'est ça la furtivité. C'est des stratégies qui sont très importantes, on ne peut pas être 8 heures d'affilée sous le regard des gens. Vous nous dites pas du tout, furtivité, non, transparence. C'est très bien si je vais avec une clope, je vais avec des copains. Tiens. Donc vous nous dites ça. Stimulé par le travail des autres dans le déplacement. Vous vous rendez compte de la force de cette phrase? Vous voulez vous déplacer et trouver des occasions de pouvoir rencontrer la culture d'autres personnes, à laquelle par ailleurs, pour des questions de géographie, vous n'étiez pas confrontés. Travaillez où vous le souhaitez, bien sûr, et en profitez pour faire un peu d'exercice tant qu'à faire. Montrez mon travail. Présenter le travail, échanger, papoter, discuter, partager. Vous nous avez dit, un espace de travail qui devient un support de créativité. Ça veut dire que vous ne voulez pas vous déplacer et dire, voilà, je prends une réunion, je te montre ce que je veux dire, voilà mon truc, mais plutôt que votre environnement reflète là où vous en êtes. Et que les personnes puissent voir en disant, tiens, c'est marrant, il a construit ça, regarde cet étendard, cette couleur, je ne la connaissais pas, et il y a des trucs accrochés, et c'est exactement là où il en est, peut-être que je peux lui dire, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Donc utilisez l'espace comme étant un témoin de là où vous êtes. Et ça, c'est la dimension laboratoire, expérimentation. Vous ne voulez pas être jugé par cette fonction patriarcale, en l'occurrence matriarcale, qui vient et qui disent « range ta chambre ». Vous savez, je refais une parenthèse sur ceux qui ont des gamins, mais vous savez ce que c'est alors, je ne sais pas si vous avez... J'ai un petit peu de temps, parce que ça, je vais vous dire un truc. J'ai découvert un truc avec les enfants. Range ta chambre. Combien de fois vous avez dit range ta chambre? Même des fois, quand vous n'avez pas d'enfant, la nuit, vous rêvez à voix, vous dites range ta chambre. La terreur de nos parents qui nous disaient range ta chambre. Qu'est-ce que fait un enfant? En réalité, bien sûr, donc la chambre est en perpétuel bordel, tout simplement, bazar, souk. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas de session de jeu. Nous, les adultes, on a des sessions de jeu. À un moment donné, on va au squash. Ensuite, on va faire l'amour.
Après, on va jouer aux cartes. Ensuite, on va courir, etc. Et on arrête, on commande. On ne fait pas courir en faisant l'amour, par exemple. C'est parce que c'est difficile. Donc, on sépare en session, on scande les rythmes en faisant une chose. Une chose est une chose, parce que l'accession à l'âge adulte, c'est la raison, et la raison, elle tranche. L'enfant, il a toutes les pièces à disposition tout le temps de jeux qui sont hétérogènes, dont nous, adultes, on n'arrive pas à comprendre la continuité, où il y a un jeu de cartes avec un globe, avec des Legos, avec de la pâte à modeler, des couleurs, 4 crayons, un papier de la semaine dernière et un vieux chewing-gum qui est là et qui est dégoûtant. Et on se dit, mais tu fais des Legos ou du crayon de couleur ou de la pâte à modeler. Et l'enfant fait, non, parce que regarde, tu mets lui avec lui, ça fait un dragon. Et donc, ils sont dans une continuité d'expérience du jeu sans scansion. Et donc nous, quand on dit range ta chambre, c'est le plus grand psychologue du XXe siècle, qui s'appelle Carl Gustav Jung, disait que notre société vivait dans un système des caissettes. C'est ça. Alors vous avez fait des petites boîtes et vous offrez à vos gamins des petites boîtes pour qu'ils rangent bien les trucs. Là, les rouges, là, les bleus, là, sont en forme de diamant et tout. Et les gamins, ils secouent. Donc c'est ça, c'est important de se souvenir de ça. Nous scandons, les gamins mélangent. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est toutes les ressources dont on a besoin, espace de travail qui devient un support de créativité, et un laboratoire. Donc les gens qu'on ne viennent pas vous dire « range ta chambre ». C'est ça que vous nous avez dit. Ça dépend des Legos s'ils font mal aux pieds. Parce que... Se concentrer, s'isoler, rédiger, arbitrer. Et là c'est pareil, vous aviez des choix qui étaient s'abstraire, opacité, intimité, vous savez, la grande concentration interne de la personne qui vient et qui donne le truc en disant j'ai achevé quelque chose, je peux te le donner et on peut construire dessus. Et vous nous avez dit l'exact inverse. Vous nous avez dit un cocon mais intégré au plateau. Ça veut dire une capacité d'abstraction mais en contact, en membrane avec ce qui nous entoure. C'est le contexte qui va ici avoir de l'importance sur la concentration. Le sentiment d'intimité d'une cabane, ça veut dire que vous vouliez aussi quand même pouvoir travailler dans votre coin. Accueillir des partenaires et des fournisseurs. Donc quand vous voulez accueillir des gens de l'extérieur, ce que vous voulez, et ça c'est très important, ces deux types-là, ces deux expériences-là, elles sont au cœur de tout ce que vous nous avez dit, la matrice et la mémoire collective, c'est-à-dire d'un côté, c'est la célébration de ce en quoi vous croyez dans Kiavi, les valeurs, donc la mémoire collective, la culture de l'entreprise, mais d'un autre côté, la matrice, c'est-à-dire la capacité que vous avez de pouvoir diffuser quelque chose dans cette culture. Donc pas une culture que vous regardez et que vous sanctifiez, mais une culture vivante dont on vous a donné les moyens de pouvoir la modifier de l'intérieur. Donc un moment de convivialité où on va valoriser l'histoire culturelle. C'est ça que vous voulez quand vous voulez accueillir. Ça veut dire que vous voulez que l'entreprise vous donne les moyens, quand quelqu'un vient vous voir, qui ressente immédiatement des valeurs dans lesquelles vous croyez et en même temps que vous avez un pouvoir dessus. Et pas du tout que vous êtes la personne qui va passer verticalement ce qu'on vous a dit de faire. C'est très important de voir les deux types ensemble. La restauration, la pause thé, la pause café, alors ça c'est le truc sur lequel tout le monde nous attend sur ce truc-là. Est-ce qu'on va avoir quoi? Une terrasse, hein. Donc c'est très complexe comme sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas dit on veut une brasserie ou on veut des tables assises, vous avez dit on veut la convivialité d'une brasserie. Ça veut dire que la papote, ça jacasse, le café du commerce, l'informalité, le lieu dans lequel on n'est pas regardé, attendu, dans lequel on n'est pas étudié, dans lequel on peut avoir au contraire une discussion qui est hors sol, hors du bureau, à l'extérieur de tout. Vraiment, de la socialité à l'état pur. Et en même temps, dans les codes de la maison. Ça veut dire que vous vouliez aussi que ça ne soit pas un truc complexe ou chichi ou compliqué. Vous voulez que vous ne mettiez pas de temps à rentrer dedans. C'est familial et c'est familier. Et enfin, l'esprit pique-nique, ça on l'a vu plusieurs fois, vous avez la bougeotte. Donc dehors ou dedans, vous voulez pouvoir vous déplacer, prendre les trucs, sortir, etc. Donc la restauration, la pause thé et la pause café. À la question de la détente, du ralentissement et de la relaxation, ça c'est incroyable. Parce que normalement, lorsqu'on dit détente, relaxation, les gens nous disent s'abstraire, s'éloigner, etc. Et vous nous dites, pour se détendre, on veut plus d'énergie. Pour se détendre, on veut la convivialité d'une brasserie, on va bouffer, parce que ça nous détend. Et on va avoir un environnement fun. Donc quand on est fatigué, on veut que ça clignote, qu'il y ait des trucs, des choses qui soient envoyées sur notre visage. Donc on a travaillé avec Clément sur tout un environnement avec des trucs en mousse qui vous sera envoyé aléatoirement sur le visage. Ça n'a pas passé les prud'hommes, malheureusement.
Mais c'est très important, mine de rien. La détente, le ralentissement, chez vous, c'est l'accélération et l'énergie. Enfin, l'accès, la mobilité, le home working, l'extraterritorialité. Lorsque vous voulez travailler depuis un autre lieu, encore une fois, vous avez la bougeotte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le plein air. On a bien compris. Quand ce sera possible, ce sera possible. Mais on a bien compris ça. Être complètement nomade, avec un espace de travail qui devient support de créativité. On retrouve votre mantra. Vous voulez pouvoir montrer ce que vous faites et vous travaillez avec. C'est une espèce de caisse à outils qui vous permet de vous déplacer. L'inspiration, l'innovation lente et la veille. Donc ça, c'est très intéressant, l'innovation lente. Lorsque vous voulez trouver de l'inspiration, vous voulez un espace d'échange et de discussion et un joyeux mélange créatif du bazar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas d'innovation de rupture. Vous ne voulez pas que quelqu'un arrive en disant ce sera comme ça ou de manière descendante, ou vous-même de casser quelque chose et passer à autre chose. Ce que vous souhaitez, c'est être confronté par la manière dont l'espace est organisé à autre chose, à une altérité. Et c'est cette altérité qui doit vous donner l'opportunité, la possibilité de transformer une idée, un projet, quelque chose. Donc un joyeux mélange créatif. Il faut que ça foisonne, il faut qu'il y ait de l'ébullition, il faut que ça bulle. Ça, c'est votre demande. La question de la ritualisation de la culture, ça c'est très important. Le moment où on va dire la culture, on va accueillir quelqu'un par exemple, on va fêter un truc, célébrer une victoire, etc., célébrer une équipe. Là c'est pareil, nous on s'attendait à des choses de l'ordre de la performance, de la célébration, de la valorisation de la personne, et des logiques managériales de type bien dire à une personne qu'il a bien travaillé, ou le situer dans son espace pour dire est-ce qu'il a travaillé comme ça, ou il aurait pu faire mieux. Pas du tout. Vous nous avez dit un moment fun et qu'on valorise l'histoire collective. Donc la victoire de l'un est en fait la victoire de l'ensemble du groupe. Donc il y a aussi là, la célébration est utilisée comme un prétexte à réutiliser cette mémoire collective. À la question du partage, de la co-construction et de l'assemblage, vous nous avez répondu de manière uniforme. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire quelque chose et le diffuser dans l'entreprise. Vous attendez de l'espace dans lequel vous êtes que naturellement, il ne cloisonne pas votre travail, mais qu'au contraire, il lui permette, presque indépendamment de vous, de toucher d'autres personnes dont certains vous ignorez tout, mais qui parfois, par contre, rentrent, pénètrent et transforment la culture de l'intérieur. Vous constituez une place et le faire de manière conviviale. À la question habiter, se sentir chez soi et la fonction d'enracinement, vous nous avez dit un truc qui nous a un peu surpris. Vous nous avez dit on veut vraiment être chez soi, les codes du domestique, et on veut vraiment pouvoir décorer notre lieu de travail. Et ça, c'est une question d'intimité. C'est la seule fois où, dans l'habiter, des fois, vous voulez quand même un petit coin. Donc si on vous donne un bureau qui n'est pas le vôtre, ça ne marchera pas. Vous voulez un truc que vous voulez faire pousser des plantes, vous voulez un peu de jardinage, vous voulez un truc qui vous appartienne. Donc là, il y a une dimension sur laquelle il faut qu'on travaille. Cette question est très importante. Et c'est pour ça que vous avez un bandeau au-dessus. La qualité relationnelle et la qualité de vie et la considération. La considération, vous savez, étymologiquement, considérer, c'est un très beau mot, ça veut dire cum siderare. Siderare, vous le connaissez dans l'espace sidéral, ça veut dire le cosmos. La considération, ça veut dire à quelqu'un, accepter que quelqu'un fasse partie de notre univers. C'est ça, accorder de la considération à quelqu'un. Nous, notre question, c'était, qu'est-ce qui se passe lorsque l'entreprise dit « vous êtes important pour moi ». Alors que toutes les réponses qu'on a eues jusqu'ici sont extrêmement homogènes, indépendamment des autres questions qu'on vous avait posées, quel est votre secteur, êtes-vous un homme ou une femme, etc. Celle-ci, on a eu énormément de réponses bizarres qui, au fait, font un plateau. Et on n'a pas su l'analyser. Et c'est un truc très important parce que ça veut dire, dans un premier temps, que toutes les autres réponses, la voix qui se dégage est très forte. Et dans un deuxième temps, que ce n'est pas la bonne méthode pour vous demander ça. Pour savoir ce qui vous touche, cette dimension de la considération, il faut une concertation, il faut des ateliers, il faut vous parler. Parce que ce n'est pas avec un aussi qualitatif et aussi intéressant qu'il soit, un mécanisme comme celui-là qu'on peut vous parler de choses intimes. Donc là, vous nous avez dit, on ne vous répondra pas, grosso modo. On va vous mentir, voilà. Donc, on ne sait pas trop. Un paysage, mais en même temps un cocon, en même temps... Bon, voilà. Donc, on a l'humilité de vous dire que c'est en cours d'analyse, je pense qu'on n'en fera rien, et on va continuer à travailler sur cette question avec vous, mais d'autres manières, parce qu'on ne vous imposera pas un truc qui est hétérogène. Et deux dernières questions. La famille, au cœur de la vision. Quand Kaby prend en compte vos besoins familiaux, et ce qui est très rigolo, c'est que tout le monde a répondu, même ceux qui n'ont pas d'enfants, vous avez dit une crèche d'entreprise plutôt que des ateliers.
Ça veut dire que vous avez envie d'amener les enfants ici, mais vous ne voulez pas forcément travailler ou passer du temps avec eux. Vous voulez juste que l'entreprise vous aide, vous accompagne, vous fasse du service et prenne en compte cette situation qui parfois peut être difficile, effectivement, de mêler la vie familiale et la vie professionnelle. Donc encore cette capacité de l'entreprise de changer les choses et la valorisation de la mémoire collective. Dernière question, mais non des moindres, les valeurs éthiques et sociétales que Kiabi porte au travers de vous. Quand Kiabi montre ce que vous êtes publiquement lorsque l'entreprise parle et qu'elle reflète ce que vous faites dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être fier avant tout de votre cohésion, du fait que l'entreprise, quelle qu'elle soit, elle fonctionne de manière immensément une, en fonctionnement très matriciel. Ensuite, vous voulez qu'elle célèbre cette cohésion, qu'elle soit fière d'être fière, et donc qu'elle montre qu'il y a une histoire collective, et que cette histoire collective fait avancer vos décisions. Et enfin, vous voulez qu'elle montre la manière dont vous travaillez, parce que vous aimez aujourd'hui les manières par lesquelles vous bossez. Si je résume ces questions, j'ai été vite parce que c'est très ample, il y a beaucoup de choses dont on en parle maintenant, on a des fins d'analyse, etc. Mais si je résume en 6 points, qu'est-ce que ça veut dire cette étude et quelle est la voie que vous nous avez donnée ? D'abord, tout ce que vous voulez, c'est des expériences de socialité et de convivialité dans les moments du travail, indépendamment du travail. Vous voulez que le travail soit un support à la socialité et à la convivialité. Toutes les expériences d'isolement et d'introspection sont secondaires pour vous. Alors qu'il y a des entreprises dans lesquelles elles sont nécessaires. On nous dit qu'elles sont nécessaires. On nous dit non, on se voit trop, on se croise trop, j'arrive pas à penser, machin. Vous nous avez dit oui, bien sûr on en veut, on a besoin d'espace comme ça. Mais c'est secondaire. C'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas la raison pour laquelle on bosse. Ensuite, une éthique de la confiance et de la relation est apparue. Vous ne voulez pas des moments de rencontre parce que vous rendez compte qu'il y a un délitement dans l'entreprise. Vous voulez des moments de rencontre en nous disant que l'entreprise fonctionne déjà bien et que vous voulez maintenir cette culture-là. On a d'autres assemblages de types qui auraient pu vous lui dire aujourd'hui on ne se parle pas, demain on veut un espace dans lequel on va pouvoir se parler parce qu'aujourd'hui l'entreprise se délite. C'est parce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que les bases de la confiance et de la relation sont là. Dans cette culture populaire qui est si belle, dans laquelle ça papote, on rigole, on échange des trucs et le ton est léger. Dans lequel on se retrouve tous. Il n'y a pas de plus belle expérience que d'aller à un bar de café, rencontrer un inconnu qu'on ne reverra jamais, d'échanger 3 mots stupides sur la politique et sur le temps qu'il fait. En fait, le monde entier est là. J'ai entendu, je ne sais plus, c'était vous tout à l'heure, on descendait dans le couloir, et vous avez dit un truc absolument magnifique, je me suis arrêté dans mon esprit comme ça. Et c'est la philosophie la plus absolue, totale. Vous avez dit, on descendait le couloir, on a pris 2 chemins différents, mais on s'est retrouvés au même endroit. C'est extraordinaire. Voilà. La culture populaire, c'est ça. On dit un truc, et moi je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est magnifique. Bien. On a pris 2 chemins différents, mais on s'est retrouvés au même endroit. Culture populaire. 4. Les expériences du plaisir partagé sont bien évidemment plébiscitées, plus que toutes les expériences de distinction et les expériences de dynamique élective. Dynamique élective, vous savez, déplacement, ségrégation, lui plutôt que lui, bravo à toi, bravo à toi. Ça marche très bien, il y a des boîtes dans lesquelles la culture est fondée sur ça, pas la vôtre. 5. Grande place à la fierté collective et à la culture commune. Et enfin, l'être ensemble et la culture, la convivialité comme valeur affichée. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que dans les grandes transformations du travail que je vous ai montrées, il y a une direction de l'époque qui veut construire une entreprise telle que celle que vous avez aujourd'hui. Il y a un mal-être en entreprise qui essaye de trouver des solutions. Et les solutions qu'essaient de trouver les entreprises ressemblent à peu près aux solutions dans lesquelles votre voie va. La force de cette concertation, c'était d'avoir 2 choses. Un avis général. Je ne dis pas que j'ai donné l'avis de chacun. Bien évidemment, il y a des laissés pour compte. Je vous les ai laissés sur le banc d'une question. Ça, vous n'étiez pas d'accord, j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est normal, c'est parce que c'est la voix du groupe et il faut faire avec. Mais la beauté du faire avec, c'est que vous pouvez, puisqu'il y a cette dimension matricielle dans laquelle vous pouvez échanger, papoter, etc. Et c'est là que l'activité sociale se fait. Vous êtes en train de réaliser, ou plutôt confronté, à un problème qui vous dépasse de très loin et qui est celui de rendre le travail habitable. Le travail, et j'ai commencé par ça et j'en finirai par ça, n'est pas une fonction de la vie. Il faut que vous habitiez vos déplacements. Lorsque vous allez au boulot en vélo, vous habitez le déplacement. Lorsque vous allez au boulot en trottinette, vous habitez le déplacement. Lorsque vous trouvez une maison dans laquelle vous êtes bien, vous habitez la maison. Lorsque vous faites grandir un truc dans votre jardin, vous habitez le jardin.
lorsque vous faites de la pâtisserie, vous habitez la pâte à tarte, etc., etc. Il faut qu'on trouve des manières d'habiter le travail. Et la valeur de cette concertation, c'est qu'elle nous dit comment vous voulez habiter le travail. Et non seulement c'est une manière qui est votre voix propre, mais c'est aussi une manière de voir comment vous exprimez un problème ou une recherche qui est celle de toute une époque et qui concerne toutes les entreprises. Et j'en finis par une chose qui est le sujet sur lequel nous travaillons ensemble. Habiter, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas une fonction de la ville. On habite son travail parce qu'on travaille pour une seule raison, c'est pour être ensemble. En conséquence de quoi, ce qui va être maintenant notre travail, à vous, à nous, à toute l'équipe, jusqu'aux architectes, c'est de construire l'endroit, le lieu, qui va vous permettre de faire le lien, la qualité du lien, qui est celui que vous avez demandé lors de cette concertation. J'ai parlé 55 minutes, personne n'est parti. Je vous remercie.